Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement justice internationale et politique. Et pour décrypter, analyser et commenter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, Antoine Assaletier-Moko, journaliste, directeur général de l'hebdomadaire L'Éléphant déchaîné, Kra Bernard, journaliste au journal L'Expression, Jean Bonnet, il est juriste analyste politique, Félix Boni, journaliste éditorialiste, et Aristide Nkenda, qui est également journaliste éditorialiste. Bonsoir chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, la justice internationale, les juges de la Cour pénale internationale, CPI, ont décidé de mettre fin à certaines conditions imposées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. On fait le point avec Salif Yalekwe. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé ce vendredi de modifier les conditions de mise en liberté de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique. Selon un communiqué de presse de la CPI, diffusé via son site internet officiel, la chambre d'appel a décidé de révoquer les conditions suivantes. 1. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. 2. Remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport. 3. Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Par contre, la Chambre a décidé de rejeter la requête de la défense de Laurent Gbagbo, demandant à la Chambre de réexaminer son arrêt, lui accordant, ainsi qu'à l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire, Blé Goudé, une mise en liberté conditionnelle. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés lors d'un procès en première instance qui s'est tenu entre janvier 2016 et juillet 2019 de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrées en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Voilà, chers invités, comment vous réagissez au développement de cette nouvelle actualité liée à la situation de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Jean Bonnet? Je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont manifesté leur joie. Le président du FPI a tweeté donc, pour se réjouir de l'assouplissement donc, des conditions de la conditionnelle de M. Laurent Gbagbo. On espère que c'est une première étape vers une libération définitive afin qu'il puisse revenir en Côte d'Ivoire auprès donc, de sa famille politique, sa famille biologique et des Ivoiriens. Beaucoup de personnes ont vite fait de croire que les deux hommes sont définitivement, totalement libres. Est-ce cela, Salé? Non, je pense qu'on n'en est pas encore là pour le moment, et qu'il faut être dans une analyse très objective pour que les Ivoiriens comprennent réellement ce qui se passe dans cette affaire. Au départ, il y avait une bataille juridique sur un principe que la Cour d'appel avait créé, à savoir que quelqu'un qui est acquitté peut voir sa liberté restreinte s'il y a un appel qui frappe la décision. Les avocats de M. Gbagbo estimaient qu'en aucune manière, quelqu'un qui est acquitté ne peut être empêché de se déplacer librement et que la liberté est totale dès l'instant où il y a acquittement. C'est sur ce principe-là qu'il y avait le débat. Le débat a été fait. La Cour a rendu une décision hier sans tambour ni trompette, mais a rejeté la demande des avocats de Gbagbo disant qu'aucune restriction ne pouvait être apportée à la liberté de personnes acquittées. En revanche, ils ont assoupli les conditions qu'eux-mêmes avaient imposées aux deux acquittés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore des conditions, même si maintenant ils ont une liberté de mouvement, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. C'est que M. Gbagbo et M. Blé Goudé peuvent aller dans tous les 123 pays qui reconnaissent la compétence de la CPI, à condition que ces pays-là acceptent de les accueillir. Par conséquent, avant de partir, avant de se déplacer, ils doivent signifier au greffe de la CPI le nom du pays dans lequel ils entendent partir. Et c'est à la CPI, c'est au greffe de s'adresser aux autorités de ce pays-là pour demander s'ils sont d'accord d'accueillir les personnes concernées. Et donc, il y a toujours des conditions qui sont imposées aux deux personnes acquittées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une avancée juridique
importante pour M. Gbagbo et M. Blé-Goudé de savoir que désormais, ils ne sont plus astreints à la superficie seule de leur municipalité et que par conséquent, ils peuvent aller plus loin dans leur mouvement. Félix Bonnet? Je pense que la Cour pénale internationale est restée dans sa logique, celle qui l'a poussé à toujours rejeter cette demande de liberté provisoire, parce que pour la Cour, il faudrait être certain que s'ils bénéficient d'une certaine liberté provisoire, au cas où la Cour aura besoin d'eux, puisque le procès continue, il y a un appel par rapport à l'acquittement, ils soient certains qu'ils pourraient les avoir pour pouvoir se rendre disponibles. Et c'est la raison pour laquelle la Cour a bien précisé que les deux personnalités peuvent se déplacer dans tous les pays, mais uniquement les 123 pays qui ont ratifié le traité de Rome. Et les conditions ont été également... il y a des conditions qui n'ont pas encore été levées, il faut le noter, parce que même dans la municipalité dans laquelle ils résident, s'ils devraient se déplacer au-delà de cette municipalité, il faudrait s'adresser à la Cour. Ça veut dire qu'il y a encore quelques restrictions. Ils peuvent se déplacer, sortir de là où ils sont présentement, mais il y a encore quelques restrictions. Et je pense que ces restrictions sont liées éventuellement à la suite des débats. Mais il faut le noter, c'est une victoire importante pour ces deux présumés, acquittés. Non, présumés acquittés, parce que pour l'instant, ils ne sont pas totalement acquittés. C'est une victoire parce qu'il y a eu plusieurs fois, les avocats de M. Gbagbo et Blé-Goudé ont relancé la requête pour leur libération. Ça a été rejeté et pour la première fois où ils obtiennent un souffle, c'est-à-dire c'est comme un oiseau qu'on sort de cage, qui peut maintenant se balader un peu dans une cage un peu plus grande. Je pense que c'est une victoire et ils peuvent, je comprends un peu ceux qui se sont soulagés et qui se sont réjouis. Il y a de quoi. Grand Bernard? Oui, effectivement, comme le dit Bonnet, tous ceux qui ont manifesté des signes de joie à la suite de cette décision, ont ce droit légitime d'exprimer leur joie. Quand on se reconnaît en quelqu'un et que ce dernier bénéficie des conditions souples dans un tel contexte, c'est légitime pour eux de manifester leur joie. Mais là où il faut être un peu mesuré, c'est quand on entend dire que Gbagbo et Blé-Goudé sont complètement ou totalement libres. C'est ce que je dis pour peut-être être dans le champ lexical du présent. Je dirais que dans cette liberté, il y a encore des conditions barrières. Félix en a parlé tout à l'heure. Il a même dit que d'abord, le pays d'accueil, il faut que ce pays d'accueil soit un État partie du statut de Rome. Or, nous savons que sur des pays de la place, il n'y a que 123 pays. Et ces 123 pays, il faut formuler la demande pour que ce pays puisse accepter, et pour que la CEI puisse accepter d'aller dans ce pays. Donc, il y a beaucoup encore de gestes barrières. Quelle est cette liberté où quand on est dans une commune, pour pouvoir sortir, il faut demander l'autorisation à quelqu'un. Pour pouvoir se déplacer, il faut demander l'autorisation à quelqu'un. Oui, je dirais que les partisans de M. Gbagbo ont le droit de célébrer leur joie, mais qu'ils sachent qu'il y a encore des gestes barrières, comme je le dis. Gestes barrières, situation oblige, évidemment. Absolument. Nous sommes dans le contexte des gestes barrières. Aristide? Oui, Ali, ce que je voulais dire, je crois que Antoine l'a bien résumé. C'est-à-dire que, et d'ailleurs Félix est revenu dessus et même Kra, c'est que en réalité, quand on observe bien, pour moi, rien n'a bougé. Puisque le procès continue, et même s'ils doivent sortir, aller là où ils veulent, ils ont déjà dit qu'ils vont dans les 123 pays qui sont signataires du traité de Rome. Ensuite, il faut se référer au greffe pour que le greffe contacte les pays et que les pays acceptent de venir. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, ce n'est pas d'aller dans des pays. L'enjeu, Laurent Gbagbo est un homme politique, Charles Blé-Goudé est un homme politique. Ils ont envie de revenir dans leur pays pour prendre part au débat politique. Et il se trouve que parmi les 123 pays, il y a la Côte d'Ivoire. Mais l'enjeu, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé reviennent en Côte d'Ivoire. Or, il se trouve qu'en 2010, Laurent Gbagbo a dit que le gouvernement en place, le régime qui est là depuis 2 mandats, n'a pas gagné les élections en 2010, n'a pas reconnu la victoire. Est-ce que vous pensez que ce vieux débat va ressurgir encore sur la place? Je crois qu'Antoine l'avait déjà dit ici, que l'enjeu, il est d'abord politique. Parce que quoi? Ils doivent revenir en Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller dans n'importe quel pays, c'est de venir en Côte d'Ivoire. Pour revenir en Côte d'Ivoire, il faut que les autorités en place donnent l'autorisation, puisqu'ils seront saisis par le greffe de la Cour pénale. Et il faut que la Côte d'Ivoire accepte. Et si la Côte d'Ivoire accepte de faire venir Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé, ça veut dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé reconnaissent dans l'autorité du pouvoir qu'ils n'ont pas reconnu en 2010. Donc il y a un dilemme. Ensuite,
il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect politique, il y a aussi l'aspect familial, parce que c'est vrai que c'est sa vie privée, mais quand vous exposez votre vie privée, elle devient publique. Vous savez que Laurent Gbagbo vit en Belgique parce qu'il il est allé en Belgique parce qu'on a dit qu'il avait sa deuxième femme qui y est. Et en Côte d'Ivoire, il y a sa femme, que tout le monde connaît, Mme Simone Gbagbo. S'il revient en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va s'installer chez Mme Gbagbo? Et s'il s'installe chez Mme... Oui, ça a l'air de rien. S'il ne s'installe pas chez Mme Gbagbo, c'est là qu'il comprendra que les gars même qui disent Gbagbo ou rien sont souvent doux et amers. Parce qu'à partir de ce moment... Vous avez suivi quand il y a eu ces photos qui ont tué lors de sa sortie en Belgique avec sa deuxième épouse, vous avez vu la réaction de ses proches, notamment une certaine Annie Thielé, qui a fait une vidéo où donc, il y aura ce débat. Donc, le problème de Laurent Gbagbo est très complexe et je voulais simplement dire que il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. On a toujours dit, quand il y a eu les élections de 2010, tout part de là. Quand on lui a dit de laisser, il n'a pas écouté. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, il a envie de prendre part. C'est un homme politique. C'est un monstre politique. Il a envie. Justement, ça m'amène à vous poser la question de savoir quelle est l'incidence de cette nouvelle actualité dans l'affaire Gbagbo et Blé Goudé sur la vie politique en Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que Aristide est en train de retenir un peu en arrière. Je pense que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La Côte d'Ivoire n'est plus ce qu'elle était en 2010. Et tous les belligérants ont compris qu'il y a une nécessité à aller à la paix, à l'apaisement, pour que les Ivoiriens enfin sortent de cette période certaine de spirale de guerre. Spirale de guerre et continue. Tout à l'heure, le FPI, le FPI, tu se reconnais de la branche Gbagbo ou rien, M. Assoadou a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé les autorités ivoiriennes à poser un acte historique qui pourrait amener les Ivoiriens au... D'ailleurs, on a la déclaration d'Assoadou. Si vous le permettez, on l'écoute et puis on poursuit le débat. Okay. Assoadou. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont désormais libres de tout mouvement, y compris leur retour sur la terre de leurs ancêtres. Le Front populaire ivoirien lance enfin un appel solennel au président Alassane Ouattara, au gouvernement et au RHDP unifié afin qu'ils saisissent cette opportunité historique pour créer les conditions d'un véritable dialogue républicain en vue de la paix et de la cohésion nationale. Pour le Front populaire ivoirien, l'heure de la réconciliation a sonné. Retour sur le plateau du NCI 360. Nous venons d'entendre Assoadou, qui porte la tendance du FPI, communément appelé Gbagbo-Orien. Je vois Jean Bonin qui remue la tête. Vous aurez l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. On laisse Antoine Assalé-Timoko poursuivre son commentaire. Oui, non, je voulais dire qu'il y a 2 ou 3 mois, sur ce même plateau, j'avais dit que quand ce procès évoluerait vers une libération de M. Gbagbo et de Blé Goudé, il y aurait une phase politique au cours de laquelle le FPI et le régime en place devaient s'asseoir pour organiser le retour de M. Gbagbo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les autorités ivoiriennes qui doivent faciliter le retour de M. Gbagbo Laurent ici en Côte d'Ivoire. Si ces autorités mettent des obstacles, il sera difficile à M. Gbagbo de venir ici. Il a suffi que je dise ça pour que, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, une nouvelle levée de boucliers. Levée de boucliers, les pro-Gbagbo m'ont agonie complètement, comme il faut le dire. Aujourd'hui, on revient un peu au réalisme. Nous sommes des journalistes, notre rôle n'est pas de dire pour plaire, mais de dire ce qui est vrai. Et donc aujourd'hui, il est clair que pour que M. Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, il faut que les autorités ivoiriennes acceptent qu'il revienne. Parce que les conditions que la CPI pose, c'est quoi? On dit que M. Gbagbo ne peut aller que dans les pays qui reconnaissent la compétence de la CPI. Parce que le procès peut continuer en appel, après l'appel. Et donc, il faut que M. Gbagbo et Blé Goudé soient disponibles et que les autorités qui les accueillent soient dans la dynamique de les laisser partir à leur procès quand il y a une convocation. Or, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a dit, M. Ouattara a dit, que plus jamais aucun Ivoirien n'irait à la CPI. Ça peut être un obstacle. Parce que si M. Gbagbo et M. Blé Goudé reviennent en Côte d'Ivoire, il n'est pas évident que les autorités ivoiriennes les laissent répartir encore à la CPI pour le procès. Et donc tout ça là peut être des obstacles à leur retour. Par conséquent, Assoadou a raison aujourd'hui
d'appeler les autorités ivoiriennes à un dialogue historique pour qu'ils créent ensemble les conditions de leur retour. Parce que M. Gbagbo n'est pas n'importe qui, c'est un ancien chef d'État. Et quand il revient dans son pays, des conditions de sécurité doivent être organisées par ceux qui sont en place afin que rien ne lui arrive. Et même ces ressources qui ont été bloquées depuis des années doivent être rétablies. Tout ça, c'est des conditions. Et donc, M. Assoadou aujourd'hui revient un peu à la réalité et je suis content que les gens reconnaissent cela aujourd'hui. M. Jean Bonnet, M. Assoadou adopte aujourd'hui une position adoptée par Pascal Affi-N'Guessan il y a quelques mois. Vous comprenez ce revirement? Oui, je me félicite. Le retour à la réalité. Je me félicite qu'ils aient compris que la politique ne se fait pas avec les émotions. Et que la politique n'est pas un exutoire de ces frustrations, mais la politique doit être un instrument au service donc, du développement de la Côte d'Ivoire, au service de la cohésion. Affi-N'Guessan est très jaloux des principes du FPI qui sont « asseyons-nous et discutons ». On ne discute pas avec ses amis, on discute avec tout le monde. Et donc, lorsqu'il est sorti de prison, la ligne qu'il a adoptée, c'est qu'il fallait discuter, négocier avec les autorités en place pour que les détenus politiques puissent être libérés. Ça a été fait. Pour que les exilés politiques puissent revenir, ils sont revenus. Quand il allait rencontrer Gbagbo à Bruxelles, il a plaidé auprès de Gbagbo pour un retour de tous les détenus, des exilés, y compris Gbagbo, Soro Guillaume, Akossi Bendio et les autres. Et il a donc rencontré M. Kablan Duncan pour plaider donc cette cause-là. Je me rappelle à l'époque, Madame Maître Abiba s'est défendue une déclaration pour dire que Gbagbo n'avait pas demandé à Affi-N'Guessan d'aller. Bon, aujourd'hui, c'est ce que Assoadou dit. Il veut rencontrer le président de la République, il demande au président de la République de favoriser ce retour-là. Voilà, donc je me réjouis finalement que ce que les autres reprochaient à Affi-N'Guessan, aujourd'hui, il marche dans ces sillons. Donc finalement, que de temps perdu. Que de temps perdu. Parce que il faut qu'on se dise les choses. Le principal obstacle au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce sont ses propres partisans, qui ne veulent pas s'inscrire dans une logique d'apaisement, dans une logique de cohésion, mais qui veulent rester dans une logique de confrontation, de belligérance. Or, avec le président Affi-N'Guessan, on veut s'inscrire dans une autre dynamique. On estime que la Côte d'Ivoire a souffert de ces crises à répétition et qu'aujourd'hui, comme M. Assoadou le dit, il faut donc organiser la réconciliation, l'unité du pays pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas rester en permanence dans la confrontation des muscles ou des biceps. À un moment donné, il faut qu'on confronte maintenant les neurones. C'est ce que les populations attendent. Alors, je me félicite vraiment que Assoadou marche dans les sillons du président Affi-N'Guessan. Félix? Je pense que je m'inscris pratiquement dans la même ligne parce que si on se rappelle très bien, le jour même de la fin de la crise post-électorale, le président Gbagbo avait dit comme ça qu'on a fini la phase de la belligérance, place maintenant à la politique. Je pense que depuis lors, le dialogue devait commencer à triompher et que les positions devaient commencer à s'assouplir. Il y a un homme politique ivoirien, je crois bien que ça doit être Oufo-Boigny, qui a dit qu'il faut toujours commencer par le dialogue, parce que même après les crises, on va terminer par le dialogue. Et je crois que c'est dans cette logique que Assoadou s'est inscrit aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas aussi leur jeter totalement la pierre parce que parfois on voit la portée du dialogue lorsqu'après avoir engagé peut-être l'épreuve de force, on a vu que l'équilibre de la force n'est pas à ça. Vous avez entendu tantôt Assoadou qui a dit, qui appelle le président de la République, ça dit qu'il reconnaît que le président de la République c'est Ouattara maintenant, ça veut dire que quelque part on a fini par établir, j'allais dire, la logique de l'équilibre aujourd'hui montre que le président de la République, c'est M. Ouattara et que M. Assoadou est obligé, qu'il lui plaise ou pas, de reconnaître que celui qui décide en ce moment, c'est M. Ouattara. Tout à l'heure, lorsqu'on parle, je pense que Saleh, qui parlait un peu de ce retour, cette question du retour, moi je pense que si le président Ouattara a pu libérer Simone Gbagbo en août 2019, je crois que le même président Ouattara, il est encore capable de mettre de l'eau dans son vin et permettre à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui au nom de la réconciliation. Je crois que ce sera un geste fort que le chef de l'État aura posé, un geste qui va encore
rappeler le dernier geste qu'il a posé le 5 mars dernier en disant que je ne suis plus candidat, il faut laisser la place à une nouvelle génération. Je crois que tout cela va contribuer à faire rentrer dans l'histoire le président Ouattara. Et sur la question, je pense que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas dangereux. La clause qui dit que dans la commune où il réside, même s'il devrait sortir de cette commune, il faut s'adresser non pas aux autorités communales, même à la CPI. Ça veut dire que s'ils rentrent même à Abidjan, qu'ils habitent à Cocody, pour sortir de Cocody, même pour aller à Yopougon, il faut s'adresser à la CPI. Ils ne sont pas dangereux. La CPI a dit qu'ils peuvent se prononcer sur tout, sauf de l'affaire à la CPI. Ils peuvent rester à Cocody et puis parler politique. Mais quand on n'a pas la possibilité de se déplacer... Je pense qu'on fait une confusion. Hein. Oui. La condition selon laquelle, pour sortir de la municipalité dans laquelle il se trouve, ils doivent saisir d'abord la CPI, c'est au niveau de Bruxelles. Dans la décision qui est rendue, cette clause a complètement sauté. Ils peuvent aller partout où ils veulent maintenant. Ils peuvent aller partout où ils veulent maintenant. Sans forcément se rendre dans un commissariat, voilà, comme c'était le cas. Dans tous les cas de figure, ça a sauté. Dans tous les cas de figure, ils peuvent aller partout maintenant. Voilà. Dans tous les cas de figure, le pays a des dirigeants. Je pense que pour la réconciliation nationale aujourd'hui, cet appel, d'autant plus qu'à Souadou est le relais, pour moi, le relais sûr de Laurent Gbagbo. Je suppose que cette conférence de presse qu'il a tenue a été faite en accord avec Laurent Gbagbo. Je pense que pour la réconciliation nationale, le président Ouattara tient en main une autre opportunité encore de rentrer encore grandement dans l'histoire. Et moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour aplanir tous les différends, pour que la Côte d'Ivoire rentre dans une autre phase. Jean Bonin, 10 secondes. Oui, le président Ouattara, au cours d'une interview, je ne sais plus, je crois que c'était sur France 24, il a dit qu'il ne s'oppose pas au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, si on reste dans cette logique, il ne devrait pas s'opposer à ce retour. Puisqu'il l'a dit. Ça, c'est la parole du politique. C'est la parole du politique. Alors, il ne s'oppose pas, mais juridiquement, nous savons tous que ce soit Laurent Gbagbo ou Blé Goudé, ils sont sous le coup de condamnation très lourde en Côte d'Ivoire. Ils arrivent juste à l'aéroport et le président de la République, Simon Gbagbo était aussi sous le coup d'une condamnation. Qui sont condamnés, qui ne sont pas Simon Gbagbo était barreaux. Alors, on va permettre à Kra Bernard de réagir. Je termine sur la question. D'accord, rapidement. Simon Gbagbo était sous le coup d'une même condamnation de ce genre. Je pense que le président de la République a la possibilité de prendre une décision politique pour pouvoir leur permettre de rentrer, c'est-à-dire de sauter le verrou de la justice, de cette condamnation de justice, pour qu'ils puissent rentrer. Et je pense que là, ça aussi, c'est possible. Kra Bernard, c'est votre avis? Effectivement, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas opposé à un éventuel retour de M. Gbagbo ici en Côte d'Ivoire. Je pense que Jean Bonnet lui-même l'a dit ici. Les premiers adversaires au retour de Laurent Gbagbo en terre ivoirienne, ce sont ses propres partisans. À commencer par M. Assoadou. Alors, depuis 2010, voici des gens qui réussissent à reconnaître l'autorité d'un président de la République. Et il s'est plaisamment appelé M. Gbagbo, M. Gbagbo. Alors, Monsieur Ouattara, vous voulez dire? M. Ouattara, autant pour moi. M. Ouattara. Alors, pourquoi faire de la reconnaissance des circonstances? Aujourd'hui, ils savent que M. Ouattara peut peser dans la balance pour le retour de M. Gbagbo en terre ivoirienne. Il a une conférence de presse et il interpelle M. le Président de la République. Je pense que quand on fait de la politique, en certain moment, il faut être conséquent. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous pensez que c'est 2 poids 2 mesures, il y a une mauvaise foi derrière? Vraiment, je dis qu'il faut être conséquent en politique. Ils l'ont dit, la question qui revient à tout moment chez les gars, comme on les appelle, qui a gagné les élections en 2010? Le débat n'est plus à ce niveau. Le monsieur a fait presque 10 ans au pouvoir. Vous êtes là, qui a gagné les élections en 2010? On est en train de préparer une 3e élection après celle de 2010. On n'est plus à ce niveau. Et vous êtes là, M. Ouattara. Aujourd'hui, comme ça chauffe en griffe, vous reconnaissez l'autorité de M. Ouattara. Alors, sur l'incidence de cette décision de la CPI sur la vie politique en Côte d'Ivoire, je pense quand même qu'il faut aussi être mesuré. Je vois sur les réseaux sociaux, dans plusieurs journaux, le retour de Gbagbo va vraiment sonner de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est comme si le jour où Gbagbo met les pieds en Côte d'Ivoire, tout le monde va s'embrasser sur la bouche, on va se retrouver avec des rameaux d'olivier. Bon, je ne sais pas si ça sera possible. Mais Gbagbo lui-même, là, sa première responsabilité, son premier défi quand il va revenir, c'est chercher à réconcilier son propre parti. Le parti est au bord
enfin, en pleine déliquescence. Non, pas du tout. Bon, je le dis. Aujourd'hui, entre Gore, M. Assoadou, veut même pas voir M. Afinguessan. M. Assoadou, M. Afinguessan, Simone Gbagbo ne veut pas voir Nadi Bamba. Alors, quel est ce parti Nadi Bamba n'est pas militant du FPI. Il faut chercher d'abord à réconcilier son propre parti avant de vous chercher à... Non. Dans tous les partis, il y a des dissensions. Mais, oui, la preuve, actuellement, le FPI est dans une dynamique unitaire. Assoadou, Afinguessan se rencontrent régulièrement. Et la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était pour parler de l'organigramme du parti unifié. D'accord. Oui, à cela s'ajoute même des scènes de ménage. Donc vous voyez que ça sera on a bien compris. Aristide? Oui, c'est ce que Krabena évoque en imposition qui m'intéresse. Vous voyez, quand je vois Assoadou, professeur Assoadou, qui parle au nom du FPI, mais ce n'est pas le FPI. Moi, je l'ai toujours dit ici. Il faut qu'on soit clair. Il y a un seul FPI qui est légal. Il faut qu'on soit d'abord dans la légalité. Vous parlez de la réconciliation, vous-même, vous n'êtes pas unis dans votre propre camp. Vous voulez unir, vous voulez réconcilier les Ivoiriens et vous-même, vous êtes incapable de vous mettre ensemble. Arrivez d'abord à vous mettre ensemble. Il y a ce qu'on appelle les velléitaires, ceux qui disent ce qu'ils ne pensent pas. Et c'est pour ça que même vous voyez dans leur démarche, ils n'évoquent pas leur vision, parce que justement, il y a quelque chose qu'ils cachent. Il faut que les gens commencent par mettre de l'ordre dans leur parti, avant d'interpeller le chef de l'État. Non, il y a de l'ordre au FPI. Oui, mais vous n'allez pas interrompre les autres invités. Il y a plusieurs FPI, je suis désolé. Il ne peut pas y avoir plusieurs partis dans un pays. Sauf qu'il y a un désordre dans le pays, parce qu'au ministère de l'Intérieur, le président du FPI s'appelle Pascal Afinguessan. Alors s'il y a plusieurs FPI... Comment vous le qualifiez, la frange de la gauche c'est une dissidence qui se réclame être FPI, comme on appelle communément tendance Gbagbo? Il y a une dissidence au sein du FPI. D'accord, donc on doit l'appeler la dissidence. Dissidence au sein du FPI, comme au RHDP, il y a eu une dissidence qui a fait que Soroguem est sorti à un moment donné, qui a fait que Amontano Marcel est sorti. Ça ne s'appelle pas RHDP, hein? Oui, s'appelle GPS. Oui, mais ils sont sortis du RHDP. Donc, quand vous avez cette enquête... On ne va pas s'éterniser sur ce débat. Je vous propose une dernière question sur ce sujet avant de passer au prochain sujet. Quelles sont les perspectives pour la procureure Fatou Bensouda dans cette affaire? Moi, je pense que... Elle ne paie rien du tout. Elle est procureure, elle fait son travail. On l'a plusieurs fois dit sur le plateau ici, je l'ai même toujours dit. Dès le départ, le procès procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé était mal parti. Parce que le spectacle auquel on a assisté, ces témoins amnésiques, qui ne te rappellent pas d'où ils sont nés, d'où ils viennent, et qui sont partis pour parler de crimes contre l'humanité, on savait tous que ce procès-là allait partir en vrille pour la procureure. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire pour Bensouda, c'est qu'elle a hérité d'un dossier qui avait été mal goupillé dès le départ par le procureur Ocampo. C'était des coupures de journaux, c'était des choses qu'on a ramassées ici à gauche, à droite, parce qu'on était dans l'urgence et il fallait monter un dossier. Ça a été monté, on est arrivé à la CPI. Mais la CPI, je l'ai toujours dit, malgré le fait que les gens m'attaquent quand je dis ça, je dis qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, ses partisans disent qu'il rentre dans l'histoire, mais parce qu'il y a eu un procès qu'on a suivi en direct et où on a vu que la défense avait droit à la parole. En Afrique, ici, généralement, les procès auxquels on assiste, les avocats se déportent toujours parce que le parquet s'organise pour que la défense n'ait pas droit à la parole. Les avocats quittent le procès. Et donc, à ces pays, les avocats ont eu droit à la parole. Ils ont défendu les clients. Et chacun a fini par aimer le droit. Et donc, aujourd'hui, tel que ça se termine, on n'est pas surpris, même s'il y a encore la probabilité qu'il y ait nos procès, mais au moins, on sait qu'il y a eu un procès qui, plus ou moins, a été équitable et que les droits des prévenus ont été clairement respectés. Oui. Je crois que je vais prendre une image. Il y a une finale de Coupe du Monde de football où je crois l'Allemagne face au Brésil qui a battu le Brésil à plus de 4-0. On est procureur pas pour gagner tous ces procès. Hein. On est procureur pour défendre ses arguments et pouvoir ne pas aussi être suivi par la justice. Elle n'a pas à s'en vouloir. Elle a joué son va-tout. Et puis, ce n'est pas un dossier c'est un dossier dont elle a hérité, comme le dit Assalé. Donc, elle a joué son va-tout. Elle a eu même déjà le mérite d'avoir même pu faire durer le procès jusqu'à maintenant. Je crois que c'est la première fois que cette question de liberté provisoire, d'assouplissement, de conditions, tout ça est obtenu. À chaque moment, elle a obtenu chaque fois quand elle introduisait une requête, elle obtenait, l'avis favorable de la Cour. Donc, elle ne devrait pas s'en vouloir. Je pense qu'il n'y a pas de profil bas à avoir dans un procès. Je poursuis, la justice tranche. La justice a ses arguments pour trancher.
elle continue encore de faire. Elle a encore, je crois, elle a dû même introduire encore une autre requête. Et on va suivre encore la requête. Elle joue son va-tout en tant que juriste. Au bout, ce que la justice aura décidé, le monde entier va acter et elle va poursuivre son chemin. Très bien. D'accord. Écoutez, moi, je ne vais pas peut-être axer mon intervention sur l'issue de ce procès, mais plutôt sur l'héritage que ce procès va laisser à la postérité. Il y a une crise post-électorale en Côte d'Ivoire qui a fait 3000 morts. Et 10 années après, on ne sait pas qui a tué ces 3000 personnes. Ça veut dire que nous sommes dans un pays, c'est comme s'il n'y a rien eu, on ne rien revenir, on va continuer à vivre comme par le passé. On le dit toujours, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Ces victimes, que diront-elles quand on va voir tous ces bourreaux supposés se pavaner dans les rues d'Abidjan? Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Quand il y a une crise dans un pays, il y a plusieurs mécanismes de justice transitionnelle pour gérer ce type de passif. Il y a eu un procès, ils ont été acquittés. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de cet acquittement, ni encore moins les conditions de cette mise en liberté aujourd'hui. Mais ce que je note, c'est que nous allons allègrement vers les premières victimes. Enfin, les victimes des 3000 morts de la crise post-électorale vont mourir pour une seconde fois et c'est dommage pour notre... Alors, Ali, je voulais juste dire, on parle comme si le procès était terminé. Le procès n'est pas encore terminé, je crois. Hein? Non, le procès n'est pas terminé. Le procès n'est pas terminé. Et donc, quand on parle d'acquittement, je crois que quand on va en appel, c'est qu'on suspend l'acquittement, même s'il y a l'assouplissement des conditions de restriction des libertés. Je voulais juste rappeler un fait historique. Vous vous souvenez l'histoire de Klaus Barbie, hein? Klaus Barbie, c'est 40 ans plus tard qu'on l'a arrêté. Et je vous ai dit, il y a deux sources juridiques. Il y a la source anglo-saxonne qui est accusatoire et la source romano-germatique qui est par le juge d'instruction. Au départ, comme il a dit, Ocampo a mal ficelé. Bensouda a pris le dossier. Quand elle fait appel, c'est qu'elle va compléter le dossier. Et quand on dit que le procès continue, on n'a pas encore... Il y a la présomption d'innocence. Mais on n'a pas encore donné le verdict définitif. Donc le procès n'est pas encore fini. Je voulais rassurer Krabena pour dire que les victimes n'ont pas à dire maintenant que c'est définitif, parce qu'en réalité, quand on lit les titres des journaux, souvent, les titres sont incitatifs et donnent l'impression que le verdict, c'est définitif. Non, le procès n'est pas encore fini. C'est qu'on a juste assoupli les conditions et on a même rejeté une des demandes de la défense, hein, qui voulait la mise en liberté provisoire. Ils ont rejeté. Donc, l'histoire de Klaus Barbie doit nous interpeller parce que quand il y a crime contre l'humanité, même si pour l'instant ça a été rejeté en première instance, ça ne veut pas dire que le procès est terminé. Très bien. Jean Bonnin? Non, de mon point de vue, d'un strict point de vue technique, le procès est terminé. Je crois qu'actuellement nous gérons ce que j'appelle la phase politique du procès. L'objectif étant probablement de maintenir M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé hors de la sphère politique ivoirienne, au moins jusqu'au 31 octobre. Sinon, il a été acquitté. Il a été acquitté. Il a posé une question intéressante. Il y a eu 3000 morts. Messieurs Blé Goudé et Gbagbo Laurent ont été acquittés. Alors, quels sont les responsables de ces 3000 morts? J'espère qu'un jour, comme il pose la question, on aura une réponse. Parce qu'ils ont été acquittés. C'est très dangereux ce qu'il dit. Ils vont être définitivement acquittés. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Comme je dis, on gère la partie politique du procès. Et donc, on assiste à des choses qu'on n'a jamais vues à la CPI. Même aux États-Unis, il y a des hommes qui commettent des crimes. Et ils sont libérés sous caution. Ils perdent de l'argent et puis ils sont libérés en attendant que le procès se poursuive. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, dont on disait qu'il ne présentait pas des garanties de représentation, et donc pour cela il fallait le maintenir, aujourd'hui il est libre de ses mouvements. Donc, je crois que la prochaine étape, ça va être la libération. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Cela nous fait nombre de temps. Je vais juste poser la question. Est-ce que lorsqu'on fait appel, lorsqu'il y a eu un acquittement, comme ça a été le cas en janvier 2019,
et que la procureure fait appel, est-ce que le procès est terminé? Quand tu dis le procès est terminé, ce n'est pas vrai. Puisque récemment encore, il a été entendu, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils ont été entendus. Et ils continuent. C'est pour ça qu'on veut qu'ils soient dans un pays où ils pourront répondre lorsqu'on les appelle. Ça veut dire que le procès n'est pas encore terminé. Jean Bonnet, au début de l'émission, vous disiez non, le procès n'est pas terminé. Là, Non, vous êtes en train de dire autre chose. Puisque je dis qu'on gère la partie politique du procès. Normalement, dans un tribunal, on ne devrait pas faire de la politique. Mais là, écoutez, M. Jean-Pierre Bemba a été acquitté, il est rentré chez lui. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'appel. Le cas Gbagbo-Laurent, il n'a pas été, je dirais, acquitté pour certains chefs d'accusation. Il a été totalement acquitté. Totalement acquitté. Et donc, la procureure, on a bien vu que la CPI lui avait donné des délais supplémentaires pour enrichir son dossier qui était quasiment vide. Et je crois qu'on lui a donné 6 mois supplémentaires. Et en dépit de cela, elle n'a pas été capable de prouver leur culpabilité. Oui, non, je voulais dire que, pour peut-être Jean Bonnet, en tant qu'analyste politique, lui peut s'autoriser à dire un certain nombre de choses, mais nous, en tant que journalistes, nous avons l'obligation de dire ce qui est juste pour éclairer l'opinion. Il est clair que d'un point de vue politique, il y a des choses qui vont se passer. Mais dire que le procès est terminé, ça, c'est pas possible juridiquement. Oui. Dès l'instant où il y a un appel qui a été interjeté, bien sûr, il peut y avoir procès. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que la CPI dit que Gbagbo ne peut aller que dans les pays où la compétence de la CPI est reconnue. Parce qu'il faut qu'il réponde aux convocations en cas de besoin. Donc le procès, de ce point de vue-là, juridiquement, continue. Maintenant, quel va être son aboutissement? Ça, on ne peut pas dire si le tribunal a coup de tranche pour dire il est totalement libéré. En ce moment-là, on peut tous affirmer que c'est terminé. Mais ce que je voulais dire au-delà de ça, c'est quoi? Par exemple, prenez un pays comme l'Afrique du Sud, prenez un pays comme la Gambie, un pays comme le Burundi. C'est des pays qui ont signé et ratifié le traité de Rome, mais qui, depuis 2016, disent qu'ils veulent quitter la CPI. C'est vrai qu'en Gambie, il y a un nouveau président, donc maintenant, il veut repartir. Mais le Burundi a écrit pour dire qu'il se retire. L'Afrique du Sud a écrit pour dire qu'il se retire. Ces deux pays, la CPI n'acceptera jamais que M. Blé Goudé et M. Gbagbo y aillent. C'est ce qui est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire, ça peut être pareil parce que M. Ouattara a dit que plus aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Donc si Gbagbo rentre ici, et il n'ira plus à la CPI là-bas. Parce que ça pourrait même poser des problèmes. Donc, il faut que l'autorité ivoirienne organise le retour de ces personnes-là. Parce que comme on le dit, les Ivoiriens sont fatigués. Des crises à répétition. Y compris même les victimes. Et voilà, y compris même maintenant pour les victimes, ce que Krabena a dit tout à l'heure, c'est assez émouvant, mais ce n'est pas la faute à la justice. Si le parquet n'a pas été capable de prouver la culpabilité des prévenus. Vous voyez, dans un procès, il faut qu'on parle de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas de j'ai entendu dire, ce n'est pas de telle personne m'a appelé ou bien j'étais né ici. Non, ça n'a rien à voir. Il faut des preuves. Et on a tous vu, ce procès, on l'a vu, on l'a suivi. Et en tant qu'Ivoirien, moi, j'ai beaucoup souffert parce que je me suis dit, c'est quel spectacle ça? Des personnes qui ne savent même pas de quoi, elles parlent devant un tribunal. Donc, ce n'est pas la faute de la Cour pénale si le parquet de la Cour n'a pas été capable d'apporter les preuves. C'est à eux de démontrer que les gens sont coupables. Ce n'est pas aux accusés de démontrer qu'ils sont innocents. Maintenant, le procès est presque terminé. Il faut que la Côte d'Ivoire s'asseye pour tirer les leçons de son histoire. C'est de ça que je parle justement. Voilà, et c'est pas la CPI qui a fait ça, c'est ici à Abidjan. Très bien, très bien. Il dit bien, il faut que la Côte d'Ivoire s'asseye pour tirer des leçons de son histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut éviter d'utiliser certains lexiques qui peuvent faire perdurer l'histoire. C'est ça. C'est une situation que tout le monde a vécue dans la douleur. Je pense que les 3000 morts sont ici de tous les camps, et même de ceux-mêmes qui n'étaient pas alignés politiquement. Il faut qu'on tire une leçon de ça, qu'on ferme la page comme au Rwanda et qu'on développe notre pays, qu'on avance. Mais il ne faudra pas qu'on agite toujours le foulard rouge parce que finalement, on ne s'en sortira pas. Il y aura peut-être encore plus de morts. Merci, monsieur. On vous a bien entendu. Dans un instant, nous allons parler de la révision de la liste électorale. Ce sera juste après la pub. Retour sur le plateau de NCI 360. À 5 mois de la présidentielle, les citoyens désireux de changer de lieu de vote auront la possibilité de le faire en ligne. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, une information issue du Conseil des ministres de cette semaine, le décret fixe la date de la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin prochain, conformément à la législation électorale
Et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, ce sont plus de 11 000 centres d'enrôlement qui seront ouverts pour permettre aux requérants d'être plus proches de leur lieu d'inscription sur le fichier électoral. On parlera dans un instant des enjeux de cette révision de la liste électorale avec nos invités. Mais avant, nous suivons ce sujet de Pierre Dipomela. Du 10 au 24 juin 2020, c'est la révision de la liste électorale. Une étape importante du processus électoral avant les échéances de la présidentielle de 2020. Le Conseil des ministres a entériné la période et les modalités de cette opération sur proposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Une plateforme digitale est aussi mise à contribution pour permettre aux électeurs de soumettre leurs requêtes en ligne. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Endormis par la pandémie de la Covid-19 pendant ces 3 derniers mois, les partis politiques ivoiriens du pouvoir comme de l'opposition commencent à donner de la voix, à mobiliser les militants à 5 mois des élections présidentielles. Voilà, chers invités, dans les jours à venir, la révision de la liste électorale sera effectuée. Comment vous réagissez? Quels commentaires? Quels sont les enjeux de cette révision pour vous? Oui, alors, les enjeux sont importants, mais avant de parler des enjeux, je voudrais regretter cette propension qu'ont les autorités de ne pas respecter les lois électorales. Vous savez, la loi électorale dit que la liste électorale est tenue annuellement à jour. Ça ne se fait pas. Elle dit que la liste électorale est une liste permanente. On voit bien que cette liste-là, elle est périodique. C'est déjà une entorse donc, à la loi électorale. Mais, par ailleurs, les conditions dans lesquelles le chef de l'État a pris une ordonnance le 8 avril dernier ne rassure pas. Ne rassure pas parce que... Pourquoi ne rassure pas? Elle ne rassure pas parce que ça a été fait en toute illégalité. Je veux dire, d'abord, vous avez l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dit que dans les 6 mois d'une élection, on ne peut modifier la loi électorale que suite à un large consensus. Or, ce consensus-là n'a jamais eu lieu. En tout cas, il n'a jamais été acté dans un document. Donc, c'est déjà une entorse donc, à ce protocole, à l'article 2 de ce protocole. Ensuite, le président prend une ordonnance alors qu'il n'y a pas une loi d'habilitation qui l'autorise en la matière à prendre une ordonnance. La seule ordonnance qui existe, c'est celle de décembre 2019 qui l'autorise dans le cadre de la loi de finances, donc pour son programme économique et financier, donc à prendre des ordonnances. La loi électorale n'est pas dans le champ donc, de sphère de compétence du chef de l'État en ce qui concerne donc son programme économique et financier. Donc quand vous prenez l'un dans l'autre, on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État, alors que l'Assemblée nationale fonctionne. L'Assemblée nationale n'a pas été suspendue. Nous sommes dans le Covid-7, mais le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, c'est plus de 2000 places. Et donc, on aurait pu organiser en ces lieux donc, une séance, une session pour voter, soumettre cette loi importante aux législateurs. Vous l'avez dit, on est en pleine période de Covid. Oui. Les rassemblements au-delà d'un certain nombre ne sont pas permis. Oui, non, cette disposition a été prise bien avant, bien après. Mais vous prenez la France,
qui a 1000 fois plus de morts que la Côte d'Ivoire, 1 million fois plus de cas que la Côte d'Ivoire, n'a pas suspendu son Assemblée nationale. L'Italie n'a pas suspendu son Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ivoirienne n'est pas suspendue. Ben justement, donc pourquoi, alors que l'Assemblée nationale fonctionne, le président prend donc une ordonnance pour modifier le code électoral? C'est un droit. Non, ce n'est pas un droit. Pour qu'il puisse le faire, il faut une loi d'habilitation. Et en plus, il y a des dispositions du code électoral qui sont du domaine des lois organiques. Le président de la République ne peut pas prendre une ordonnance pour dire voilà comment on va élire le président de la République. Très bien. Bernard. Bon, je suis un peu étonné de cette réaction de M. Jean Bonnet. Pourquoi? Oui, je suis étonné, d'autant plus que sur la scène politique en Côte d'Ivoire, pour cette opération, c'est l'une des rares opérations où toutes les formations politiques ont appelé leurs militants à aller se faire enrôler massivement, y compris le FPI. Et même la tendance la plus radicale, les GOR. Au FPI, il y a des gens qui ont même décrété des opérations inondation. Bon, ici, vous êtes en train de jeter l'anathème sur ce processus, comme si... sur la légalité donc, du processus. D'ailleurs, le président Afingessa a introduit un recours administratif auprès du chef de l'État pour qu'il rapporte cette ordonnance et a saisi même le Conseil d'État pour que le Conseil d'État suspende donc cette ordonnance. D'accord. Moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas aller dans ce débat technique. Bien. Ce que je note, c'est que le processus de révision de la liste électorale a été lancé. Oui. Enfin, sera ouvert. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que pour une rare fois, tous les partis politiques sont d'accord et ont adhéré au processus. Oui, mais ça, on est d'accord. La Côte d'Ivoire, il faut pour une fois quitter les cycles de crise ou bien chercher la petite bête partout. Ce que vous touchez du doigt, vous, c'est le fond, là où M. Jean Bonnet parle de la forme. Pas de la forme, mais dans le bas technique. J'estime que quand je suis un parti politique, quand je ne suis pas d'accord, quand j'estime qu'une opération, du point de vue juridique, n'est pas légale, je n'appelle pas mes militants à aller se faire enrôler. Or, sur le cas spécifique de la révision de la liste électorale, tous les partis politiques, y compris ceux qui ont boycotté tous les autres processus par le passé, ont appelé leurs militants. À partir de ce moment, je pense que pour une rare fois, on peut essayer de faire courir autour de cette opération pour aller. Ma préoccupation, c'est les délais. Je pense qu'on peut dire, écoutez, c'est ce débat qui est là aujourd'hui. Il y en a qui disent que écoutez, le débat, il est court. Mais il faut qu'on quitte un peu... Bon, je ne suis pas juriste, hein. Je parle, je suis journaliste, je parle purement sur un cas de point de vue opérationnel. Voilà. Vous savez bien, sans que le débat juridique, dès l'instant où on rentre dans la sphère politique, prenne une dimension partisane. Vous trouverez des juristes qui vont être d'accord avec ce que Jean Bonnet a dit dans le camp du FPI. Vous trouverez des juristes dans le camp du PDCI qui peuvent être d'accord. Vous trouverez des juristes dans le camp du RHDP qui vont vous dire totalement autre chose. Donc quand on rentre dans la sphère politique, le droit lui-même fuit par la fenêtre. Et donc, on ne va pas peut-être continuer à s'étendre sur la question par rapport à ce qui va se passer. Jean Bonnet a eu la parole, a dit je vais revenir aux enjeux après avoir expliqué le volet juridique. Il a oublié le volet. Non, revenons aux enjeux. L'enjeu est important. L'enjeu est important. Je vais terminer. Au volet des enjeux, je vais dire qu'il y a un vrai enjeu maintenant par rapport à ce processus-là. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, je crois chaque 5 ans, il y a eu une révision de la liste électorale. En 2015, il y a eu une révision. En 2018, avant les municipales, il y a eu une autre révision. Et chaque fois, en tout cas, la branche FPI dure avait appelé à boycotter. Jean Bonnet souhaite les appeler la dissidence. Voilà. Là, je ne souhaite pas, c'est ce qui est. Voilà. La branche Afingessa a toujours appelé. Il n'y a pas de branche Afingessa. Voilà. Bon, enfin, Afingessa, le FPI, comme Jean Bonnet, la branche officielle. Le dit, là. Voilà. Le FPI légal. Voilà, pour faire plaisir. Il n'y a pas un FPI légal, il y a le FPI, point. Bon, d'accord, le FPI. Je tiens à ça parce que c'est important. Le FPI dans lequel il ne faut pas laisser dans la conscience des Ivoiriens qu'il y a 2 FPI. Voilà. Il n'y a pas 2 PDCI. Quand bien même le RHDP a dans son logo le logo du PDCI, on ne dit pas que le RHDP est également le PDCI. Donc il n'y a pas de 2 PDCI. Le débat a eu lieu. Voilà. Jean Bonnet, moi je vous pose la question autrement, entre parenthèses. Voilà. Quand M. Assouadou monte au créneau faire une conférence de presse, quand M. Boubacar Sangaré monte au créneau faire une conférence de presse, les deux parlent au nom du FPI. Donc finalement, oui, mais il s'arroge des droits qu'ils n'ont pas. Le président Afingessa, à l'époque, avait saisi justement la justice et
si, je dirais, la dissidence du FPI perdure, c'est justement parce que la dissidence du FPI est protégée juridiquement par le pouvoir. Et c'est pour ça que ça agit. Sinon Alors, ça, c'est un autre débat. le pouvoir... C'est un autre débat. Assalé, vous poursuivez? Non, je veux dire que, en tout cas, M. Afenguessan, président du FPI, a toujours, voilà, pour que Jean Bonnet est d'accord maintenant, président du FPI a toujours appelé les militants du FPI à ne pas boycotter l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Parce qu'un parti politique qui veut aller au combat de l'élection présidentielle, c'est sur ces militants qui votent. S'il ne s'enrôle pas, il ne peut pas voter. Et donc, le FPI a perdu, j'allais dire, 10 ans. Et maintenant, tous les partis politiques, y compris le FPI dans son ensemble, appellent à aller s'enrôler. Sans que la branche que Jean Bonnet appelle la dissidence ait fait le bilan du boycott de 10 ans sur la liste électorale. L'opération va durer à peine 2 semaines. À peine 2 semaines. Le temps que la machine se trouve rodée, on aura perdu 1 semaine. Et donc, en 8 jours, bien 7 jours francs, pas grand monde ne pourra s'inscrire. Surtout que ça ne concerne qu'en réalité les nouveaux majeurs et les personnes qui veulent changer de lieu de vote. Et donc, je me dis, les enjeux sont importants, mais d'un point de vue stratégique, l'opposition a perdu beaucoup de temps. Et ça risque d'être fatal en octobre 2020. Voilà. Félix? Je réponds globalement à tout en même temps. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire à mon frère Krabena, il n'y a pas d'élection parfaite. Donc, je crois que quelle que soit la forme relevée par Jean Bonnet, toutes les formations politiques sont obligées d'appeler leurs militants à s'enrôler et tenter de gagner les élections en allant convaincre les électeurs sur le terrain. Parce que s'il faut attendre des élections parfaites en Afrique pour appeler ces militants à se faire enrôler, je crois qu'il y a des gens qui ne vont jamais devenir président en Afrique. Cela dit, concernant les enjeux de la liste électorale, je crois qu'en 2010, si on parle de 2010 jusqu'à maintenant, la liste électorale n'a pratiquement pas bougé. Nous sommes à environ 6,3 millions sur la liste électorale. Si, il y a eu 1,6 million nouveaux électeurs. Pas d'1,6 million nouveaux électeurs. En 2 enrôlements. Mais je pense que si les enrôlements avaient été faits dans une certaine dynamique, si tous les partis politiques s'étaient vraiment impliqués dans ces enrôlements, nous sommes 24 millions d'habitants présentement. Je crois qu'on aurait une liste électorale qui allait avoisiner autour de 9 millions, 10 millions. D'ailleurs, le dernier enrôlement, lorsqu'on avait ouvert le dernier enrôlement, on tablait un peu sur 3 millions de nouveaux majeurs qui devaient être sur cette liste électorale. On n'a eu même pas le cinquième... on a eu 800 000 nouveaux inscrits. À peine 800 000 nouveaux inscrits. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur qui est la mobilisation des électeurs, des nouveaux majeurs à aller s'inscrire sur cette liste. Et c'est ce que toutes les formations politiques sont en train de faire en ce moment précis. Parce que ce que moi je note notamment en termes d'enjeux également aussi, c'est cette question du délai. La liste électorale va être faite, mise en place, révisée du 10 au 14 juin, c'est-à-dire en 2 semaines. Du 10 au 24. 10 au 24 juin, c'est-à-dire en 2 semaines. Et quand je vois qu'il y a au moins plus de 3 millions de personnes sur lesquelles on table, je me demande bien si en 2 semaines, effectivement, on pourrait éventuellement enrôler toutes ces personnes. Et la liste électorale, conformément aux dispositions légales, la liste électorale devait être disponible 3 mois avant les élections, c'est-à-dire au plus tard le 31 juillet. Je pense que le 24 juin, le 31 juillet. 3 mois avant, c'est le 31 juillet. Et le 24 juin, on sera encore un peu plus loin du 31 juillet. Et je pense que le gouvernement peut-être a fixé ce délai-là, qui va être un peu prorogé pour permettre peut-être à tous ceux qui vont se mobiliser dans les derniers instants qui ne pourront pas être sur la liste, éventuellement de le faire. Je pense que cela va participer à la transparence des élections. Il faut permettre à la majorité de voter pour qu'on ait un président légitime, aussi bien légal que légitime. Le problème, c'est que la révision se fait en 2 semaines. J'espère et je pense que le gouvernement prendra la disposition. Très bien. Oui, Aristide. Je ne vais pas être long parce que je crois que tout a été dit. Mais je crois que Jean Bonnet, qu'on a présenté sur le plateau comme analyste politique, se comporte beaucoup plus comme un homme politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, quand il parle de l'ordonnance du 8 avril, Oui. mais lorsque le président de la République s'adresse pour la première fois dans le cadre du Covid, qu'est-ce que le président a dit? Il a dit qu'il a décrété l'état d'urgence. Oui. Mais c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est que tous les pouvoirs reviennent entre les mains du président de la République. Ah non. Mais oui, c'est ça l'état d'urgence. C'est ça l'état d'urgence. Si on rentre dans ce débat, alors si on rentre dans ce débat, on ne va pas s'en sortir. Bon, c'était juste pour dire cela. L'Assemblée nationale n'est pas suspendue. Oui, c'est vrai, mais dans l'état d'urgence, non, il ne faut pas confondre l'état de siège et l'état d'urgence. Très bien, très bien. Poursuivez. Maintenant, l'enjeu, c'est comme tout le monde a dit, c'est que
on va à une élection, il faut qu'on ait le maximum de militants. Mais vous vous souvenez que beaucoup de leaders de partis d'opposition avaient dit à leurs militants, non, nous allons nous battre pour que vous ayez des cartes d'identité, parce que vous soyez nouveau major, que vous ayez la carte d'identité, que vous ayez la carte d'identité gratuitement. Et les gens sont restés à attendre, et finalement, ils n'ont pas obtenu parce qu'ils espéraient qu'ils allaient compter sur les 30 milliards, alors que la Banque mondiale disait que ce n'était pas pour financer les cartes d'identité. Et vous voyez que cette opposition, je le dis depuis que je passe sur ce plateau, que cette opposition navigue à vue, au petit bonheur la chance. Et aujourd'hui, ils sont pris de court parce que pendant la période du Covid, on a cru à un moment donné qu'on allait reporter les élections. Mais quand vous voyez que la Commission électorale indépendante programme la période de révision de la liste électorale, vous sentez que les listes ne vont pas bouger. Donc l'enjeu, c'est le maximum, mobiliser le maximum. Et je pense que ceux qui ont passé le temps à traîner les pas, je crois qu'ils n'auront... Alors, nous devons passer à un autre terme. Frère Bernard, vous avez 30 secondes. En 30 secondes. Alors, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que le délai de 2 semaines, c'est vrai, c'est court. Mais il n'y a pas 2 semaines pour l'opposition et 3 semaines pour le pouvoir. Mais personne n'a dit cela également. Tout le monde. Alors, oui, mais justement, c'est 2 semaines pour tout le monde. C'est que ceux qui ont l'habitude de boycotter, ils n'ont pas l'expérience des enrôlements. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé, ils ont décidé de se faire enrôler en 2 semaines, qu'ils s'arrangent à appeler leurs militants. Très bien. Parlons maintenant de mobilisation justement dans les chapelles politiques. La classe dirigeante de la gauche ivoirienne, tendance Gbagbo ou rien, je vois M. Jean Bonnet sourire, n'entend plus boycotter en tout cas les futures joutes électorales. Le vice-président en charge des élections a fait cette précision face à la presse mardi. Tapé Kipré invite ses militants à l'établissement des pièces administratives en vue des élections à venir dans la présidentielle du 30 octobre prochain, un sujet de Salif Yalekwe et Tanguy Konan. Pas question pour les Gbagbo ou rien de boycotter les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Ils l'ont indiqué ce mardi à leur siège, 6 à Abidjan, Cocody, Riviera 3. Mieux, cette faction de la gauche ivoirienne, par le biais de son vice-président en charge de questions électorales, Tapé Kipré, invite ses militants à participer au processus lancé par les autorités ivoiriennes en vue de se faire établir la carte nationale d'identité. Réaffirmant sa volonté et son devoir de participer à toutes les élections futures ivoiriennes pour les gagner, le Front populaire ivoirien exhorte ses militants et sympathisants, les démocrates et le peuple ivoirien tout entier à se mobiliser massivement pour se faire enrôler pour l'obtention de la carte nationale d'identité et de toutes les pièces administratives en vue de participer aux futures élections et porter le parti au pouvoir. Pour ce faire, ce sont 206 missions qui seront déployées dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire national en vue d'informer et de sensibiliser sur cette nouvelle donne. Mais ce parti réitère sa volonté d'une carte nationale d'identité gratuite, d'où son appel au gouvernement ivoirien. Continue de réclamer la gratuité de la CNI et la démultiplication des centres d'enrôlement pour en faciliter à tous les Ivoiriens en âge de voter. Invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour délivrer la carte nationale d'identité aux 11 millions de pétitionnaires annoncés par lui-même. Depuis 2011, la frange du parti de l'ex-président ivoirien Gbagbo ou rien a boycotté toutes les élections nationales. De son côté, la branche officielle dirigée par Pascal Affi-N'Guessan a dans la foulée publié un communiqué dans lequel elle invite les jeunes, notamment les nouveaux majeurs, à se mobiliser et à s'approprier ces opérations et surtout celles dites spéciales de délivrance de certificats de nationalité qui leur permettra de s'inscrire massivement sur la liste électorale à venir. Alors, chers invités, comment vous réagissez à cette sortie de Tapé Kipré, vice-président de M. Jean Bonnet, veut qu'on les appelle la dissidence? Comment vous réagissez? Comme je dis, aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'élection présidentielle. C'est ça le vrai enjeu. Mais en même temps, l'enjeu qui sous-tend tout cela, c'est la légitimité du chef d'État, du président qui va être élu. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre de côté tout ce qui concerne la forme. La forme est importante pour garantir la légitimité de celui qui va être élu. Mais bon,
nous, on a exercé un recours devant le Conseil d'État. On espère que ce recours-là va aboutir. Mais dans cette attente, on a quand même appelé nos militants à aller se faire délivrer leurs pièces d'identité. Or, vous savez qu'il y a une opération spéciale de délivrance des pièces d'identité qui court jusqu'en août. Or, malheureusement, l'opération actuelle finit le 14 juin. Ça veut dire que le 24 juin. Ça veut dire que tous ceux qui vont donc avoir leur pièce d'identité ne seront pas dans les dispositions d'aller se faire enrôler. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ces gens n'ont pas des pièces. Nous sommes dans une période où on ne peut pas sortir d'Abidjan sans une autorisation. Donc, ça va priver beaucoup d'Ivoiriens de la possibilité d'avoir une pièce d'identité pour aller se faire enrôler. Et c'est dommage. Oui, Félix. C'est l'autre pan de la question des inscriptions sur la liste électorale. Je pense que c'est vraiment dommage qu'on en ait encore dans notre pays à coïncider les opérations électorales avec des opérations tout aussi ordinaires comme la délivrance des cartes nationales d'identité. C'est une pratique qui a la peau dure, finalement. C'est une pratique qui a la peau dure et malheureusement, cela va impacter, et je le dirais même négativement, le processus électoral en Côte d'Ivoire. Parce que, tantôt, Jean Bonnet l'a dit tantôt, c'est-à-dire l'opération de délivrance exceptionnelle court jusqu'en août. L'opération d'enrôlement sur la liste électorale s'arrête en juin. À quel moment je cours pour aller faire ma carte d'identité, l'obtenir et venir m'inscrire sur la liste électorale, alors que j'ai toute la volonté nécessaire de vouloir m'inscrire sur la liste électorale et participer au processus. Je crois que ça, c'est un gros problème et ça devrait pouvoir être également, faire l'objet de réflexion également pour voir comment éventuellement peut-être accélérer, multiplier les cartes. Je crois que c'est en train de se faire. Aujourd'hui, on peut obtenir la carte d'identité dans un commissariat, dans plusieurs points. Je crois qu'il faut multiplier les chances pour que les gens puissent avoir leur carte d'identité. Non, je pense que là également, encore une fois, on commet une erreur. Il y a l'opération de délivrance des cartes nationales d'identité qui est totalement distincte de l'opération d'inscription sur la liste électorale. Non, mais je parle d'un nouveau majeur. Je comprends, mais le niveau majeur, la procédure spéciale les prend en compte, puisque maintenant, avec le certificat de nationalité délivré à seulement 500 francs CFA, le thème seulement que les gens payent, avec le certificat de nationalité, vous vous inscrivez sur la liste électorale. Vous n'avez pas besoin d'attendre la carte d'identité qui va sortir dans 45 jours pour vous inscrire sur la liste électorale. Il y a même des guichets spéciaux qui ont été ouverts. C'est ça que je parle. Il faut reconnaître que l'ONESI, l'Office national d'identification, a mis les bouchées doubles ces dernières semaines pour permettre aux gens au-delà de ma casquette de journaliste, je suis un élu local, donc je vois un peu l'opération sur le terrain. Et même les populations qui n'ont jamais eu de décès de naissance, la procédure spéciale qui a été mise en place les concerne aussi. On délivre un essai de naissance via la requête auprès du tribunal. Ça se fait en une semaine. Vous avez l'essai de naissance et automatiquement, on vous donne un certificat de nationalité qui vous permet de vous inscrire immédiatement sur la liste électorale. Nous sommes aujourd'hui, enfin, je lui ai dit, on est encore pratiquement à un mois de la fin de la révision de la liste. Donc les gens ont encore le temps de faire leur procédure spéciale et puis avoir leur essai. Ce sont des millions de personnes. Ah, mais bien sûr, mais les tribunaux sont mobilisés. C'est une audience spéciale. Oui, c'est vrai, avec ce que les uns et les autres ont dit, à un certain moment, il faudrait que la Côte d'Ivoire renoue avec la normalité en dissociant la délivrance des cartes nationales d'identité des opérations électorales. Mais ceci dit, sur cette opération, sur cette sortie de M. Tapé-Kipré, moi je m'interroge, je me pose la question aujourd'hui, ces leaders politiques, M. Tapé, M. Assouadou et même M. Djikaoué, chaque matin quand ils se rasent, comment ils se voient dans leur miroir? Après avoir appelé vos militants à boycotter et même aller saccager des centres d'enrôlement, vous appelez ces mêmes militants à adhérer à ce même processus. C'est ce que j'appelle l'inconséquence en politique. Aujourd'hui, vous appelez ces mêmes militants à aller se faire enrôler. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi en tout cas, la conséquence politique qui va résulter de cette sortie-là, que beaucoup de jeunes risquent de ne pas répondre à leur appel. Vous leur avez dit hier de ne pas adhérer à un processus. C'est vrai que ce n'est pas la raison de la liste électorale, mais c'est pratiquement les deux facettes d'une même médaille. C'est avec les mêmes pièces qu'on établit ces mêmes pièces. Ce qu'il faut dire, c'est que, avec ce que dit M. Tapé-Kipré, pour la première fois, je peux dire, le FPI, enfin, la tendance radicale a décidé, la dissidence, pour le mot de M. Bonnet, la dissidence a décidé enfin d'adhérer à un processus électoral. Bon, vous pouvez me dire pourquoi si tard, aujourd'hui, ils sont en train de payer cash
le prix de la... Non, mais il y a un engouement. Il y a un engouement. J'étais récemment à Dimokro et j'ai vu que les gens sont mobilisés. C'est vrai que les délais sont courts, mais on sent un engouement. Je pense que la libération de Gbagbo va booster encore... L'assouplissement de... Oui, bon, on peut dire ça, l'assouplissement des conditions restrictives va encore booster cela. Il y a Blé Goudé qui devait faire un appel également aux uns aux autres d'aller se faire enrouler. Il a fait un appel vendredi matin. Bonnet, comment pouvez lier la délivrance de pièces administratives à une procédure judiciaire, la libération de quelqu'un? Non, si Gbagbo n'est pas libéré, quelqu'un n'a pas 24 dates. Alors, très bien. On a vu une activité tout à l'heure de l'opposition. Le parti au pouvoir également, le RHDP, mobilise aussi ses militants à 5 mois de cette présidentielle. Cette semaine, la direction exécutive a initié une rencontre avec les cadres du parti. Le RHDP invite ses partisans à se faire enrôler massivement également pour figurer sur la liste électorale. Les prochaines échéances présidentielles sont prévues pour le 31 octobre de cette année. Et c'est maintenant qu'il faut battre ses cartes. Le RHDP, Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, parti en lice pour ces élections, a tenu à mobiliser ses troupes. Pour ce premier jour de réunion, les sympathisants des zones du Grand Ouest, Grand Centre et du Grand Est du pays ont été mis en mission. Le candidat Madougon a besoin de chaque voix, de tout le monde. Et la Côte d'Ivoire Assemblée doit s'exprimer à travers cette élection. C'est un nouveau cycle. Le président Alassane Ouattara l'a dit, c'est la chaîne des générations. Il vient de passer la main à une nouvelle génération. Il faut que tous les militants du RHDP puissent rendre ce grand hommage à ce grand homme qui est M. Alassane Ouattara en gagnant les élections du 31 octobre 2020. Gagner les élections du 31 octobre 2020, ça s'inscrit sur le fichier électoral. Avec une opposition qui donne de la voix, le RHDP veut redoubler d'ardeur. Confiant, le directeur exécutif Adama Bictogo s'est réjoui de cette dynamique indispensable pour la patrie. On se félicite de ce que le FPI, tous les partis d'opposition se mobilisent aussi. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire sort vainqueur, que la Côte d'Ivoire donc est en marche, que c'est une reconnaissance donc de ce que le gouvernement a eu raison d'aller de l'avant, d'avoir un code électoral consensuel et qui permet aujourd'hui à tous les partis politiques donc de s'inscrire dans la dynamique de l'organisation des élections. Notons que cette série de réunions entre les militants du RHDP s'achèvera ce 27 mai par les rencontres avec 3 autres grands blocs que sont le Grand Nord, le Grand Sud et le district d'Abidjan. La révision de la liste électorale est prévue du 10 au 24 juin prochain. Alors, le RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, qui mobilise également ses militants à se faire enrôler et à s'inscrire sur la liste électorale. Réaction ? Oui. On dira que dans l'opposition et même au parti au pouvoir, tout le monde est motivé à quelques mois de cette présidentielle. Oui, il faut dire, Ali, je l'avais déjà dit ici, c'est-à-dire que dans le système politique, il faut véritablement s'occuper de la structure politique. C'est la structure politique qui vous transporte au sommet de l'État. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous voyez le représentant du RHDP parler, le ministre Adama Bictogo, ils sont sûrs d'eux parce que pendant longtemps, ils ont travaillé sur le terrain à construire leur structure et à organiser leur parti, à mobiliser les militants. Aujourd'hui, ceux qui boycottaient hier sont obligés de revenir rapidement parce qu'ils se rendent compte que si on ne fait pas attention, ça va nous échapper, on va encore attendre 5 ans. Donc, on le dit chaque jour, il faut former les masses, il faut donc consolider la structure politique pour que, lorsque vous formez les masses, qu'ils aient la culture politique, pour que vous ayez un système politique fort. Il ne faut pas déserter le terrain, c'est ce que vous dites. Absolument. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. On ne gagne pas une élection par la proclamation. Il faut mobiliser les gens, il faut que les gens aillent voter. Je crois que c'est ce que le RHDP est en train de faire. Au-delà de tout ce qui a été calcul arithmétique en disant qu'on a tel nombre de maires, tel nombre de conseillers généraux, on peut avoir tel nombre de maires, conseillers généraux, et si on ne mobilise pas ceux qui doivent aller déposer les bulletins dans les urnes, on ne gagne pas les élections. Et je pense que comme l'opposition, le parti au pouvoir également se dit qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut aller mobiliser nos militants à transformer ce que nous appelons une majorité au niveau sociologique en majorité électorale, et c'est de bonne guerre. Effectivement, c'est de bonne guerre et je l'ai dit ici, il faut se féliciter de cet engouement généralisé
ces 10 dernières années, c'est une des rares fois où toutes les formations politiques sont mobilisées, engagées derrière une opération. Et le RADP, qui est le parti au pouvoir, a des raisons évidentes de se préparer également. L'objectif d'un parti d'opposition, c'est de se battre pour accéder au pouvoir. Un parti au pouvoir, de se battre pour conserver le pouvoir. Donc le RADP est dans son rôle. Et le RADP a encore plus de raisons de le faire parce qu'à l'état actuel des choses, l'élection présidentielle est prévue dans 5 mois. Et à l'état actuel des choses, je dis bien, c'est le seul parti qui a un candidat qui est connu. C'est le seul candidat qui est en train de faire l'implantation au niveau du terrain. C'est le seul parti qui est en train de s'organiser pour son projet de société. Le RADP, c'est le seul parti qui a déjà l'ossature de sa direction de campagne. Je ne fais pas l'éloge d'une formation politique, mais je le dis en regardant les autres partis politiques de l'opposition. Certains ont parlé de convention, nous sommes à 5 mois, rien n'a encore fait. Bon, je pense que ça tombe bien, il faut toujours partir de quelque part. Cet appel aux militants d'aller se faire enrôler, je pense que augure de bonnes nouvelles pour les autres partis qui sont encore à la traîne. Oui, moi je pense que chacun a compris que la politique de la chaise vide en matière politique ne profite pas toujours à ceux qui la pratiquent. Et donc, les élections, il y a quelque temps, on entendait parler de transition. Des opposants faisaient des conférences de presse pour dire qu'il y a une transition, qu'il fallait mettre de côté l'autorité actuelle. On se demande, mais dans quelle planète, sur quelle planète ils vivent? Un pays qui sort de plusieurs années de crise et qui veut se réorganiser pour repartir sur de nouvelles bases, on parle encore de transition, pourquoi? Et donc, finalement, tout le monde a compris qu'il faut qu'on aille à cette élection-là. Et que pour aller aux élections, il faut des électeurs. Les électeurs, celui qui est un électeur, c'est celui qui est inscrit sur la liste électorale et qui dispose d'une carte d'électeur. Tout le reste, ce sont des bavardages inutiles. Moi, j'ai été candidat à des élections, j'ai tout de suite compris que finalement, la foule ne fait pas l'électorat. Et qu'on peut faire un meeting où on a 10 000 personnes, mais concrètement, ceux qui votent n'atteignent pas peut-être 1 000 personnes. Et donc, il faut vérifier que les gens sont effectivement inscrits et qu'ils ont leur papier pour aller voter. Tous les partis, manifestement, l'ont compris. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est peut-être au FPI, il va falloir qu'on clarifie un peu la position du FPI. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un discours qui est ambivalent. Ils sont en processus de réconciliation. Jean Bonnet, chaque jour, en parle dans ses vidéos. On est heureux de suivre ça. Mais sur le terrain, on voit des discours qui sont quand même assez curieux. J'ai lu un communiqué il n'y a pas longtemps de la branche dissidente, comme c'est le thème que le frère aime qu'on emploie. Nous impose. Qui a dit que qu'en 3 jours, ils vont mettre en place des coordinations pour sillonner tout le pays en 72 heures pour mobiliser toutes les troupes. Je me demande, en 72 heures, comment on peut mobiliser tout un pays pour aller se faire enrôler. Je veux dire que concrètement, il y a eu une sorte de prise de conscience qu'on a perdu beaucoup de temps au FPI et qu'il faut faire maintenant, il faut courir pour aller chercher les électeurs et au final, ça risque de peser à la fin. Antoine Assalé-Tiemoko, vous faites une très belle transition qui nous permet d'atteindre le dernier sujet de cette émission. Les candidats, nous sommes à 5 mois de cette présidentielle tant attendue en Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir, le RHDP, a annoncé son candidat, il est connu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au FPI, finalement, qui sera le candidat, M. Jean Bonnet? Alors, au FPI, contrairement au RHDP, où le candidat est désigné, il n'est pas élu, il est imposé aux autres. Et d'ailleurs, on a compris pourquoi M. Amontamo est parti. Au FPI... Répondez à la question, laissez les commentaires. Au FPI, le candidat est choisi à l'issue d'un processus démocratique. Et donc, le FPI envisage dans la première quinzaine du mois de juillet... De juillet? Oui, de juillet, parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà, la date de dépôt des candidatures, c'est 31 juillet, il me semble. Donc, il n'y a pas lieu de s'affoler dans tous les cas. Donc, nous sommes dans les délais et dans les 2 premières semaines, le FPI va organiser donc sa convention et élire son candidat. Pour le moment, le président Afin Guessan est candidat à la candidature, mais quand il a rencontré Gbagbo à Bruxelles, il a proposé que Gbagbo soit le candidat du FPI au cas où sa situation juridique
lui permettrait donc d'être le candidat du parti. Et en ce moment-là, tout le monde donc se mettrait derrière Gbagbo, qui serait le candidat du parti. Et de façon réaliste, à 5 mois de cette présidentielle, même avec les derniers développements au niveau de la CPI, Oui. vous pensez que c'est possible? Oh, mais en politique, tout est possible. La politique, justement, c'est l'art de rendre possible l'impossible. Donc, nous espérons que Gbagbo pourra jouir de tous ses droits, qu'il pourra revenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, à Finguessan, il travaille. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que je l'ai dit, qu'il avait rencontré M. Kablan Duncan pour voir dans quelle mesure le chef de l'État pouvait prendre une loi d'amnistie pour amnistier donc Blé Goudé, Soro Diom, Gbagbo et tout, pour que le futur vainqueur de la présidentielle soit vraiment un candidat légitime et qu'on n'ait pas l'impression que tel a gagné parce que tel a été exclu, etc. Et donc, dans la deuxième semaine du mois de juillet, vous connaîtrez qui, au terme d'un processus démocratique, sera donc le candidat du FPI. Si ce n'est pas Gbagbo, il y a de fortes chances que ce soit Afin N'Guessan. Antonin Saleh-Tiemoko, quand on regarde les visages dans cet écran, Amadou Gon Coulibaly, Guillaume Soro, Afin N'Guessan, Simon Gbagbo, Henri Konan Bédié, Jean-Louis Billon, Marie Tokeus, Mamadou Coulibaly, Kakabé, Marcel Amontano. Quels sont les noms qui évoquent chez vous une carrure présidentiable? Bon, je veux dire que c'est pas à nous, en tant que journaliste, d'apprécier. En tant qu'observateur, oui. En tant qu'observateur, ce que je veux dire, c'est que chaque parti est souverain dans le choix de son candidat. Le RHDP a fait son choix. Ce n'est pas à moi de le juger, ce sont ces militants qui doivent juger. Et les Ivoiriens qui iront au vote, de juger de la validité de ce choix-là. Au PDCI, il y a des personnes valables. Le son qu'on a entendu il y a quelques jours de M. Dikaoué, disant que la pratique courante au PDCI, c'est que le candidat du PDCI est le président du PDCI. Le candidat naturel. Le candidat naturel. Et par conséquent, M. Bédi étant le président du PDCI, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est le candidat du PDCI. Bon, ils vont aller à une convention, on verra ce qui va se passer. Jean Bonnet l'a dit, Afin N'Guessan dit que si Gbagbo est candidat, il s'alignerait derrière Gbagbo Laurent. Ça c'était au temps où il y avait le ticket. Le ticket pour non, ça s'alignerait pour le soutenir. Pour le soutenir. Oui, le soutenir. Et donc, on espère qu'il y a une éclaircie au niveau politique et juridique, au niveau du FPI, pour que M. Gbagbo puisse se présenter, quand bien même objectivement, parce qu'il faut qu'on soit objectif, objectivement, je ne vois pas comment M. Gbagbo pourrait être candidat à une élection qui a lieu dans pratiquement 5 mois, avec la situation d'un procès pendant encore un appel qui est sur sa tête. Donc, Jean Bonnet fait bien de dire que s'il y a une amnistie... Ça a été le cas de M. Ouattara en 2010. Oui. Jean Bonnet, Simon Gbagbo, voilà. Candidat du FPI, non? Elle peut avoir des ambitions. Je vous ai dit, au FPI, on choisit le candidat de façon démocratique. Donc, si Simon Gbagbo fait acte de candidature à la candidature et que les militants portent leur choix sur elle, ce n'est pas exclu. Très bien. Il faut dire, Ali, que l'opposition a passé tout son temps à regarder chez le voisin, dans le camp du RHDP. Pendant ce temps, le RHDP s'organisait. Et aujourd'hui, c'est le seul parti qui a un candidat. Vous pensez que le RHDP a une longueur d'avance? Beaucoup. Coulibaly est candidat. Beaucoup trop, parce qu'ils sont très organisés. Vous avez vu même les missions sur le terrain et tout ça. Maintenant, ce qui gêne l'opinion, à mon avis, c'est qu'on a l'impression qu'il y avait un discours velléitaire, que les gens ne disaient pas ce qu'ils pensaient. Et ils tardaient à donner leur candidat, mais ce qui les a beaucoup embrouillés, c'est le Covid. C'est l'arrivée de la maladie à coronavirus. Ce qui fait que les prévisions avec leur programme, où ils devaient à partir de juin lancer leur programme qui n'était pas un programme pour présenter un candidat, mais surtout un programme de ce que Mélenchon appelait en France le dégagisme, ce que dans certains pays ils appellent le chassement. C'était ça, c'était la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'il fallait lancer un mouvement pour dégager. Et il y avait aussi les accointances avec ceux qui avaient la télécommande. Et vous faites allusion à qui quand vous parlez de télécommande? Mais je fais allusion au leader de GPS qui avait dit qu'il avait la télécommande. Et finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que même dans leur plateforme, ils évitent soigneusement Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a des problèmes aujourd'hui. Donc, même Guillaume Soro, qui est aussi candidat déclaré, c'est pas sûr qu'il soit candidat parce qu'avec la condamnation qu'il a eue. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez au petit bonheur la chance et que vous ne dites pas la vérité et que vous êtes dans la ruse, à un moment donné, ça vous retombe dessus. Et là, aujourd'hui, à 5 mois de l'élection, vous voyez qu'il n'y a ni de projet de société,
Il n'y a pas de candidat et on essaye de tâtonner et à la fin, on va commencer à dire, bon... Personne ne connaît le programme de solidarité du RHDP. Très bien. Kra Bernard. Oui, écoutez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il vous plaît. Kra Bernard. Voilà. Je l'ai dit tantôt, nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle du 31 octobre. En Côte d'Ivoire, nous avons 3 grandes formations historiques. Aujourd'hui, le RHDP, le FPI, le PDC-RDA. Et à 5 mois de ces élections, parmi ces 3 grandes formations, il n'y a qu'un seul parti qui a un candidat désigné, c'est le RHDP. Les autres, c'est leur cuisine interne. Ils peuvent le choisir à la veille de la date limite du dépôt des candidatures. C'est leur problème. Mais ce que je note, et Aristide l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une certaine propension qui s'est développée chez les Ivoiriens, surtout la classe politique, dans une certaine classe politique. Ils n'ont pas choisi de candidat ou ils n'ont pas encore désigné leur candidat, mais leur combat, c'est de dénigrer ceux qui ont déjà choisi leur candidat. Bon, je trouve que c'est vrai, c'est des bonnes guerres, nous sommes sur le terrain politique, mais il faut d'abord se dire à choisir son propre candidat, ce qu'il n'est pas. Mais ce qu'il faut dire au-delà de tout cela, c'est que le président Alassane Ouattara, il peut le dire, comme le dit en Côte d'Ivoire, à mélanger le calcul de beaucoup d'entre eux. Rappelez-vous, au cours d'un meeting, il a dit, s'ils sont candidats, moi aussi je suis candidat. À partir de ce moment, beaucoup ont pensé que le président Alassane Ouattara allait se représenter pour un autre mandat, surtout que la constitution actuelle le lui permet. Et patatras, à Yamoussoukro, il annonce à la face du monde qu'il n'est plus candidat. Et ceux qui étaient dans les starting blocks, qui voulaient livrer un combat de génération, sont contrariés. Et aujourd'hui, ils sont dans un dilemme. On annonce des conventions qui n'arrivent pas. Il y a certains qui sont à la recherche de leur unité, de leur cohésion interne. Il y a des gens qui annoncent des candidatures via les réseaux sociaux ou sur les journaux. Bref, à 5 mois d'une élection, nous ne sommes pas en France pour voir émerger un Macron pour venir créer une surprise. Mais... Il y en a aussi qui s'attardent sur la forme. Très bien. Félix Bonny, il nous reste 2 minutes pour boucler l'émission. D'accord. Moi, je pense que je vous comprends. Je comprends les positions parce que là, on a les positions politiques, puis on a les positions des journalistes. Et moi, la lecture que je fais de la situation, c'est qu'il ne faudra pas avoir tout en ruse. Hein. Un parti politique, c'est les stratégies. Chacun a son agenda politique. Quand vous regardez le FPI, ils attendent de voir clairement quelle va être la situation de Laurent Gbagbo avant éventuellement de se décider. Vous regardez le PDCI, ils ont leur agenda, ils ont leur secret. On dit aujourd'hui que c'est Bédié qui est candidat, mais Dieu seul sait ce que Bédié a comme tour de main dans sa poche. Peut-être qu'il va faire croire à tout le monde que je suis candidat et qu'il fera le jeu de M. Ouattara également à la convention pour dire voici finalement le candidat. Vous n'y croyez pas, Saleh? Donc Bédié sera candidat. Tout à l'heure, Kra Bernard disait tantôt que les autres qui ont sorti leur candidat, les autres qui ne sortent pas leur candidat, ils dénigrent le candidat de l'autre. Peut-être que le PDCI et les autres se disent on ne va pas sortir notre candidat très tôt pour ne pas qu'il soit dénigré, qu'on lui crée des soucis. Donc, chaque formation politique a son agenda. Donc, si le RHDP a sorti son candidat à un moment X, c'est parce que le RHDP estime qu'à ce moment X, si je sors mon candidat, ça me permettra de pouvoir respecter mon agenda. Donc, moi, je ne pourrais pas rentrer éventuellement dans la spéculation à juger X ou Y pour dire ceux-là, on attend encore leur candidat, mais ils ont leur agenda. Ils savent à quel moment chacun a sa télécommande et saura à quel moment il va appuyer sur la télécommande. Et nous attendons de voir les autres candidats. Qu'est-ce que ça a changé au RHDP qu'ils aient désigné leur candidat avant les autres? Absolument rien. Absolument rien. Eux, au moins, ils ont désigné. Est-ce que le candidat est sur le terrain? Eux, au moins, ils ont désigné. Merci, monsieur. Assalé, vous avez 30 secondes. Non, je veux dire qu'un auteur a dit, je ne me souviens plus le nom, il a dit que si tu veux comprendre les autres, regarde dans ton propre cœur. Mais si tu veux te comprendre toi-même, regarde comment les autres se comportent. Ce qui se passe sur la scène politique ivoirienne nous permet de comprendre que beaucoup de calculs ont été pris à défaut et que les gens sont maintenant dans l'urgence. Merci beaucoup, Antoine Assalé Thiemoko. Ce sera la dernière prise de parole de cette émission. Aristide insiste pour 10 secondes. 10 secondes, juste pour dire que ce n'est pas le candidat qui est sur le terrain en politique, mais c'est la structure qui va en campagne. D'accord, très bien. Merci à vous, chers messieurs. Jean Bonnet, Antoine Assalé Thiemoko, Aristide Nkenda, Kra Bernard, Félix Bonny. Merci à vous, chers invités, d'être venus décrypter l'actualité de cette semaine avec nous. Merci à vous de votre fidélité, chers téléspectateurs, chers internautes. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée chez vous.